Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour le retour des bilans culturels pour ce dimanche un petit peu chill où ça sera quand même chill même si vous regardez ça plus tard dans la semaine. Alors, au final je me suis dit on va faire les retours des bilans culturels parce que en toute honnêteté c'est un contenu facile à faire même si ça demande quand même un peu de montage sur YouTube. C'est un contenu facile à faire et qui me permet de faire une sorte d'épisode fillers en attendant de sortir des contenus plus histoire de l'art, histoire, où ça demande beaucoup plus de recherche, etc. Parce que là, c'est juste mon avis et mon ressenti. Donc bon, ça demande pas trop d'efforts. Et étant donné que je lis beaucoup de choses dans un mois, bon, au final, autant refaire les bilans culturels. Cependant, sur TikTok, je continue de faire mes reviews parce qu'en fait, ça me permet, une fois que j'ai fini quelque chose, de faire tout de suite une review, un débrief, etc. Et les bilans culturels sur YouTube, comme c'est une fois par mois, ça sera un peu le bilan du mois et ça sera beaucoup moins égrené. Et puis comme ça me permet en plus aussi, si j'ai des choses à ajouter, ou que j'ai un recul sur un truc, enfin bon bref, ça me permet de pouvoir aussi modifier ça. Donc, on va pouvoir commencer. Il faut commencer par le plus connu, surtout en ce moment avec la cérémonie des Césars qui a eu lieu, etc. Puisqu'il s'agit d'Anatomie d'une chute. Donc, Anatomie d'une chute, c'est un film qui parle d'une famille où le père est tombé de sa fenêtre, enfin de la fenêtre du chalet où ils habitent, non loin de Grenoble. Et en fait, la police n'arrive pas à déterminer si c'est un accident, un suicide ou un meurtre. Et du coup, il y a une enquête qui est ouverte. Et la mère de la famille sera potentiellement soupçonnée de meurtre. En tout cas, dans l'enquête, on essaye perpétuellement de savoir ce qui s'est réellement passé. Au milieu de tout ça, on a leur fils malvoyant qui se retrouve à gérer la mort de son père, à témoigner potentiellement en faveur ou en défaveur de sa mère en fonction des arguments qu'il va avancer. Et dans cette famille, il y a un magnifique chien qui est trop mimes et qui joue extrêmement bien. Vraiment, donnez-lui des prix à ce toutou, il est vraiment trop mimes. Bref, mais du coup, au-delà de l'anatomie d'une chute, c'est aussi l'anatomie d'un couple, puisque à l'issue de cette enquête, on va on va disséquer en fait ce couple qui était un couple qui s'essoufflait, où ça se passait pas forcément hyper bien, et donc on va découvrir tout ça. C'est un film qui va aborder plein de sujets, mais ça je vous laisse le découvrir en visionnant ce film. C'est un film qui, quand j'ai commencé à le regarder, il y avait déjà une énorme hype autour. Ce qui fait que j'avais des attentes, je pense, beaucoup trop grandes par rapport à ce qu'il est simplement. C'est pas négatif, c'est juste que comme j'avais beaucoup d'attentes, et forcément tu t'attends à un truc grandiose, et c'est pas forcément le cas. C'est un film qui, je pense, pour les cinéphiles, ça va vous plaire, y a pas de souci. Pour ceux qui sont un peu moins férus de cinéma, il y a un risque d'ennui. J'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques petites longueurs où, en plus, j'ai des problèmes de concentration, donc vraiment, c'était compliqué. Et étant donné que j'étais pas dans une salle de cinéma en plus, c'est encore plus compliqué pour moi de me concentrer. Donc quelques petites longueurs, franchement je l'ai trouvé sympa, moi aussi j'avais envie de savoir comment ça allait se finir, etc. Dans ma tête je me suis dit, je suis désolée pour ceux qui ont adoré le film, mais vraiment il mérite ses prix, etc. Y a pas de souci, mais vraiment je me suis dit c'est sympa mais ça casse pas trois pattes à un canard quoi, vraiment. Déjà j'ai ressorti dans mon cerveau une expression extrêmement vieillotte de 1, et ouais en fait ça m'a pas tant hypé que ça. C'était sympa, c'était un bon visionnage. Mais voilà, ce qui est déjà bien en vrai. Mais du coup, un peu mitigée sur ce film-là. Voilà. Et si on continue sur les films où je suis mitigée, ça j'en avais quand même pas mal parlé sur TikTok, c'est le film Pauvre créature que je suis allée voir au cinéma et qui, avec le recul maintenant, je peux affirmer que je ne l'ai pas aimé. Voilà. Pour faire un résumé, c'est une sorte de Frankenstein modernisé et avec une femme cette fois.
En fait, le personnage qui a plus une apparence de Frankenstein, c'est le créateur de cette jeune femme plus que la jeune femme en elle-même. Ce qui fait que forcément, elle démarre sa vie avec une mentalité d'enfant, mais dans un corps de jeune femme, ce qui crée des situations extrêmement gênantes. Le film fait tout pour créer des situations gênantes et nous mettre mal à l'aise. Ça, je comprends la logique, etc. Mais c'est un film qui veut aussi explorer un peu l'émancipation de cette jeune femme, que j'ai trouvé un peu superficielle, peu approfondie. C'était très superficiel, oui, c'est ce que je viens de dire. Et que ça aurait pu aller... En fait, il y avait des bonnes idées. Parfois, elle découvre par exemple la philosophie, et elle se rend compte que dans ce monde, il y a plusieurs points de vue, qu'il se passe des choses, qu'elle a des privilèges, etc. Et de l'autre côté, en fait, elle s'émancipe, si on peut appeler ça comme ça, uniquement par sa sexualité. Je peux comprendre effectivement qu'on mette quelques scènes de sexe parce que forcément elle découvre son orientation, elle découvre sa propre sexualité, sa sexualité avec des partenaires, etc. Vraiment pas de soucis, c'est dans la logique du fait qu'elle grandisse, qu'elle évolue, etc. Mais il y a une profusion de scènes, de scènes sexuelles du coup, mais qui ne servaient absolument à rien. Je ne sais pas comment Emma Stone a pu toutes les tourner. Je pense qu'elle devait être épuisée après. C'est un film en plus de ça qui est tellement long. Vraiment, c'était archi long, et je pense que déjà en coupant pas mal de scènes de cul, déjà on réduisait bien le film, tellement il y en a une profusion, et que ça donne... Il y en a certaines, oui, qui peuvent participer, effectivement, il y en a certaines qui peuvent être utiles, mais la majorité l'était pas, quoi, et c'était vraiment... j'avais l'impression que c'était des scènes de cul pour faire du cul, et voilà, quoi, et que c'était plus un prétexte qu'autre chose, et qu'il n'y avait pas forcément d'idée derrière ou d'utilité, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Les points forts du film, par contre, sont l'esthétique, et les costumes, les décors, etc. Ça peut ne pas... c'est un style qui peut ne pas plaire à certains, hein, ça je le conçois totalement, mais le travail des costumes, notamment, est dingue, l'esthétique est dingue, on a des passages en noir et blanc, en couleur, etc. On a... des revisites architecturales de certaines villes. Je pense notamment quand elle est à Lisbonne, où la ville est magnifique. C'est un film qui a des scènes dérangeantes, c'est pas un film que je recommande à tout le monde, il y a des scènes visuelles. Donc pour les personnes les plus sensibles, c'est pas forcément non plus le top. Et ouais, je l'ai pas aimé, quoi. Vraiment, ça m'a pas trauma, mais je me suis dit, mais... c'était lourd, quoi. Voilà, je pense que c'est un peu la conclusion que je peux faire de ça. Un autre film que j'ai vu qui, cette fois, n'a rien à voir, c'est Priscilla de Sofia Coppola. Je tiens tout de suite à dire qu'on n'est pas sur un Coppola à la Marie-Antoinette. D'ailleurs, petite pub, j'avais fait une vidéo les œuvres d'art dans Marie-Antoinette de Coppola, donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est une vidéo qui m'a pris 500 ans à faire des recherches. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, liker, commenter, tout ça pour l'algo, etc. afin de mettre en avant cette chaîne et notamment le travail de recherche que je peux faire pour les vidéos Histoire de l'art. Bref, passons, c'était l'instant pub. Mais du coup, Priscilla, ça raconte quoi ? Ça raconte, c'est basé sur un livre qu'a écrit Priscilla sur sa propre vie lorsqu'elle était mariée à Elvis, et ça va un peu plus loin dans le livre, il me semble, mais dans le film, on est quand même très focus sur cette période où elle rencontre Elvis. Elvis Presley, du coup, je dis Elvis, genre comme ça, comme s'il n'y en avait qu'un, mais du coup Elvis Presley. Donc du moment où elle le rencontre, mariage, divorce, c'est pas un spoiler quand même, c'est quand même, on connaît. Et du coup ça va travailler sur tout ça, sur notamment cet écart d'âge quand même assez problématique, hein, quoi. Elle était quand même très très mineure hein, quand elle a rencontré Elvis, qui était quand même assez adulte hein, à cet âge-là, voilà. Ça raconte l'ennui, ça raconte ce passage de la vie de jeune fille pré-ado à adulte, des thèmes en fait qu'on retrouve souvent chez Coppola. On voit aussi son enfermement, que c'est plus... c'est triste à dire, hein, mais c'est plus une femme objet et un jouet pour Elvis qu'une personne à part entière. Mais on est de son point de vue.
Et du coup, c'était quand même intéressant. Pareil, comme on est beaucoup dans l'enfermement, qu'on n'est pas beaucoup en extérieur, etc., c'est un film qui peut ennuyer aussi, qui a un rythme lent. Cependant, je l'ai quand même bien aimé, même si je dirais que pour moi, j'avais un petit problème au niveau de la chronologie, où parfois je me perdais un peu. Encore une fois, comme on est beaucoup enfermé dans des intérieurs, et qu'on voit pas la société... Enfin, on est vraiment dans une bulle, et on voit pas ce qui se passe dehors. Il y avait des moments où j'avais du mal à me repérer, où j'arrivais pas trop à savoir on était dans lesquelles années à certains moments. Mais c'était un film sympa à voir quand même. Je pense pas que ce soit le meilleur de Coppola. Et on n'est pas du tout dans l'effervescence et les scènes ultra dynamiques qu'il pouvait avoir dans Marie-Antoinette, mais il y avait aussi des scènes d'ennui profond dans Marie-Antoinette. Donc voilà pour Priscilla. Et ensuite, le dernier film que j'ai vu, c'est Le Silence des agneaux, parce que je l'avais jamais vu. Et en fait, j'ai découvert un podcast ce mois-ci. Mais en fait, là, je suis en train de me dire, je vais faire un bilan culturel, et j'ai absolument pas noté sur ma fiche toutes les chaînes et les podcasts que j'ai repérés. Là, je me dis, ça va durer vraiment très longtemps, j'en suis désolée, mais écoutez, c'est la rentrée des bilans culturels, vous allez avoir votre dose de bilan culturel. Donc du coup, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Adapte-moi si tu peux, qui va comparer les livres et les films-séries qui sont adaptés de ces bouquins. Et c'est trop intéressant parce que c'est souvent des questions que je me pose quand je vois des adaptations de livres, etc. Et comme je me remets tout doucement à la lecture là, c'est plein de livres souvent que je n'ai jamais lus. Et d'avoir du coup ces personnes voilà, qui en parlent sans que toi tu aies besoin forcément de lire le bouquin, c'est quand même sympa de voir un peu les différences qu'il peut y avoir. Et du coup ils m'ont donné envie de regarder le film du Silence des agneaux, parce que je me suis dit attends, tu l'as jamais vu alors que c'est un classique et qu'en plus t'aimes bien les trucs un peu tueurs en série, policiers, voilà, donc why not. Du coup, de quoi ça parle? On va suivre, toujours comme d'habitude, j'ai une mémoire catastrophique pour les prénoms, donc j'ai déjà tout oublié sur les prénoms des personnages, à part Hannibal Lecter. Mais ça en même temps, c'est mémorable. Du coup, on va suivre une élève du FBI qui est mandatée, on va dire, par son supérieur pour aller interroger Hannibal Lecter pour décortiquer la psychologie d'un autre tueur en série qui sévit et dont le FBI n'arrive pas à cerner sa psychologie, n'arrive pas à le cerner tout court et à l'arrêter. Et du coup ils se disent peut-être en interrogeant un autre tueur en série on pourra développer un pattern, on pourra développer quelque chose, etc. Et du coup, pourquoi une jeune étudiante en plus doit se charger de faire ça? On ne sait pas, mais ma foi, elle va aller interroger cet Hannibal Lecter et on va suivre du coup toute cette enquête jusqu'à l'arrestation ou non de ce fameux tueur en série qui s'appelle Buffalo, je ne sais plus quoi, j'ai déjà oublié, je suis désolée. Mais voilà, donc c'est un film des années 90 qui je trouve n'a pas si mal vieilli que ça, à part peut-être dans certains propos, notamment pour parler du tueur en série. Au début, il pense que c'est une personne transgenre, et ils utilisent pas ce mot-là, ils utilisent ce mot transsexuel qui est obsolète aujourd'hui, donc voilà, ça par exemple, ça a un peu mal vieilli. Et ce qui avait été reproché à l'époque de la sortie, me semble-t-il, c'est que le film n'était pas forcément clair sur le fait qu'en fait cette personne n'était pas une personne transgenre. Je crois que c'est un peu mieux mentionné dans le livre parce que justement le FBI essaye de voir des médecins pour voir s'il y avait eu une demande de changement de sexe, s'il y avait une demande pour avoir des hormones, etc. Enfin, transitionner du moins. Et les médecins disaient dans le livre que en fait cette personne n'était pas transgenre et que elle avait qu'elle n'était pas transgenre, mais qu'elle avait en fait surtout un problème psychiatrique. Du coup, ce qui avait été reproché, c'était cet amalgame entre être transgenre, avoir un problème psychiatrique, alors que ça n'a rien à voir en fait, et que être transgenre, c'est pas avoir un problème psychiatrique, hein, bien entendu. Ce n'est pas une maladie.
ni une pathologie ou quoi que ce soit, et du coup c'était ça qui avait été reproché, et je crois que dans le film il y avait un petit peu cet amalgame là, mais petit spoiler du coup, mais c'est un tueur en série en fait qui veut pas changer de genre, mais qui veut en fait être sa propre mère, donc il tue des personnes pour récupérer leur peau et se faire une combinaison pour devenir sa mère. Ah, le voisin a mis la musique. Bah hier on était sur Pierre de la Starac, là on change de registre, bon bref. Mais, et du coup c'est peut-être ce point-là qui du coup a un peu mal vieilli. Mais il me semble, enfin il faudrait que je revoie, mais il me semble que dans le film, il y a... Enfin c'est dit que les médecins l'ont pas identifié comme une personne transgenre, donc faudrait revoir. Mais voilà, je tenais quand même à prévenir, surtout si c'est des sujets qui vous concernent, voilà. Du coup, ensuite, on va pouvoir passer à ce qui est série, mais en fait, ça va pas tellement être série, ça va plutôt être animé, où j'ai 2 petites pépites à vous conseiller. Mon préf de préf, c'est les carnets de l'apothicaire, où on va suivre Mao Mao, qui va rejoindre le... C'est plutôt dans un univers Chine impériale, donc elle va rejoindre la cour impériale pour être apothicaire, puisqu'elle a été formée par son père à l'être, et en fait elle va devoir, comme elle est très logique et qu'elle est très intelligente, elle est souvent mandatée, mais c'est pas mandatée le terme, bon, elle est souvent demandée pour aider à des enquêtes et à découvrir la vérité sur certaines choses, et il y a tout un fil rouge sur une autre intrigue que je vous laisse découvrir au fur et à mesure pour vous ayez plaisir de la découvrir, parce qu'il y a quand même pas mal de mystères dans cette cour impériale, bien évidemment. Et franchement, c'est super. Il y a une romance, mais qui est vraiment en second plan. Et c'est quand même très... franchement, je trouve que narrativement, il est super bien construit. Les dessins sont super beaux. Au niveau de l'architecture chinoise, on est quand même sur un niveau magnifique. Enfin, franchement, je peux que vous le conseiller. Il est vraiment génial. Et bref, vraiment, je vous le recommande. Et ensuite, l'autre, c'est A Sign of Affection. On va suivre Yuki, qui est une jeune femme sourde, et on va la suivre dans sa vie. Là, c'est full romance, par contre. Donc, elle est à la fac, etc. Et on la suit dans son quotidien. Et elle va rencontrer... Comment qu'il s'appelle ? Itsuomi ? Le monsieur avec les cheveux argentés. Qui lui est entendant, qui adore voyager, apprendre des langues à l'étranger, etc. Et du coup, c'est rare d'avoir un personnage principal malentendant. Enfin, elle, je crois qu'elle est complètement sourde. Elle porte quand même des appareils pour, en fait, montrer aux personnes entendantes qu'elle n'entend pas, que si elle répond pas quand elle a le dos tourné, c'est parce qu'elle n'entend pas. Voilà, c'est plus pour les autres qu'elle les porte que pour elle. Et bref, je trouvais ça super intéressant d'avoir un personnage comme ça. On apprend en plus de temps en temps des petits signes de la langue des signes japonaise, du coup, puisque la langue des signes dépend de chaque pays. C'est comme pour les langues orales. Donc franchement, trop intéressant. Donc voilà, on apprend des petits mots, tu vois, la montagne en japonais, fouk, c'est comme ça, voilà. Moi j'adore, franchement, c'est hyper chou, c'est hyper reposant, relaxant, mimi. C'est vraiment une petite barbe à papa après une journée pourrie. Donc vraiment je vous recommande. Vraiment c'est adorable et les dessins sont très mimi et ils sont tous beaux dans cet animé. Donc, comment on peut concentrer autant de beauté dans un seul animé? Enfin bon bref. Donc ça je vous le recommande fort. On va parler maintenant un petit peu chaîne de ce qui m'est revenu. Donc en ce moment, comme je me suis remis à la lecture encore une fois, je regarde pas mal le contenu de la bouquinette que je connaissais absolument pas et j'aime trop. Franchement j'aime trop, c'est une ambiance tout chill, etc. Elle a l'air juste trop mimes et j'aime bien voilà, écouter les petites recommandations, les petits retours sur les livres, etc. Finalement une chaîne BookTok, mais vraiment au travail je n'écoute que ça quasiment, et j'écoute aussi son podcast qui parle de plein de sujets autour des livres.
du monde de l'édition, de l'influence dans le monde du BookTok et du BookTube. Donc voilà, c'est super intéressant à écouter, donc je vous recommande. Et ensuite, j'ai redécouvert Léa Chou. Sa chaîne ne s'appelle plus comme ça, mais j'avoue que comme je l'ai découverte avec ce nom, j'ai oublié le nom. Enfin, j'ai oublié le nouveau nom, donc de toute façon, ça sera marqué. Que j'avais découverte quand j'étais... je sais plus, c'était il y a très très longtemps. Est-ce que j'étais au collège? Peut-être pas, non, je devais être peut-être au lycée où j'avais vu... lycée début fac, peut-être, où j'avais vu 2-3 vidéos passer, mais voilà, je m'étais pas plus intéressée que ça. Et là, récemment, je suis retombée dessus. Et maintenant, elle fait des études de sociaux, etc. Et c'est trop intéressant. Elle va parler de plein de sujets en sociologie, mais quand même pas mal focus, par exemple, sur là, le monde de l'influence, ou sur la place des femmes, ou ce genre de choses. Et vraiment, j'adore. Ça me fait me poser plein de questions, c'est génial, moi j'adore. Et ça me donne envie de reprendre un peu la socio, parce que j'en avais fait un petit peu à la fac, avec mon cursus, on pouvait... avoir des cours d'autres licences, et du coup j'avais fait de la psychologie sociale, et je me souviens que ça m'avait trop intéressée. Et puis après, en fait, comme j'étais focus sur mon histoire de l'art, bah voilà, j'ai pas replongé dedans, mais je me dis même pour le concours que je prépare, etc., faudrait vraiment que je relise de la socio, même par rapport au public des musées, etc., genre Bourdieu, etc., faut vraiment que je relise ça. Pour les oraux, voilà, de ce concours, c'est génial. Mais du coup, voilà, je vous recommande si vous voulez un peu de la vulgarisation en sociologie, c'est top. Et du coup, je crois que c'était un peu que ça. Et du coup, le podcast Adapte-moi si tu peux, que je vous recommande bien évidemment. Et ensuite, on va parler un peu expo, donc au musée Picasso, pour fêter les 50 ans de la mort de Picasso. Bon, on se sait sur la chaîne hein, que je suis pas particulièrement fan de Picasso. Je vais pas revenir sur la personne, etc. Je l'ai déjà fait suffisamment de fois sur cette chaîne. Bref, et du coup pour fêter les 50 ans de sa mort, le musée a invité Sophie Calle pour une intervention artistique. Et Sophie Calle, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, est-ce que j'ai envie de fêter la mort de Picasso? Non, je vais célébrer mes productions, je vais célébrer ce que j'ai fait, etc. Et de temps en temps, mettre quelques citations de Picasso. Et juste pour ce principe, ça m'a beaucoup fait rire. Et Sophie Calle est une artiste qui a énormément d'humour, qui se retrouve aussi dans ses œuvres d'art. Mais il y a aussi beaucoup de... comment dire, il y a des œuvres en fait qui sont, je vous mettrai les images comme ça vous verrez un petit peu plus parce que je sais pas trop comment décrire tout ça, mais c'est une expo qui est finie en plus, je suis vraiment désolée de pas en parler plus tôt, mais il faut regarder sur TikTok parce que j'en avais parlé sur TikTok. Mais du coup c'est des œuvres qui peuvent être à la fois très humoristiques, mais aussi on a des œuvres qui sont très prenantes, notamment sur sa vie perso, etc. Et franchement, quand par exemple c'était des œuvres autour de son père et du décès de son père, moi là j'étais en mode wouh, oh là là, j'ai des sentiments, j'ai des émotions, tout ça, oh là là. Donc il y avait des parties de l'intervention qui étaient très, j'ai pas le mot, je trouve plus le mot, je perds mes mots, mais en tout cas il y avait des parties de mon exposition qui étaient très sentimentales et qui prenaient un peu quand même aux tripes. Et après on repartait un peu dans de l'humour, etc. Enfin, qui expose la tête d'une girafe? Vraiment. Donc bref, c'était une super belle expo, une super belle expérience à faire. Et du coup j'ai envie un petit peu de diguer un petit peu plus sur les productions de Sophie Calle. Voilà, et ensuite dans un tout autre registre, au musée Carnavalet, il y avait, encore une fois, expo finie, fallait être sur TikTok pour voir de quoi ça parlait. Donc c'était l'expo Régence, qui est une période de l'histoire qu'on connaît pas forcément des masses, et qui est surtout une période très courte, puisque Louis XIV vient de mourir, sauf que Louis XV il est encore trop jeune pour régner, du coup. Régence, et c'est son oncle Philippe d'Orléans qui va régner sur la France en attendant que son neveu soit en âge.
Et donc lui à ce moment-là il se dit bon Louis XIV il était à Versailles, moi je rentre à Paris, hop on remet toute la politique à Paris, et c'est un moment qui est court mais intense, notamment pour les arts au sens large, hein, les arts plastiques, vivants, littéraires, enfin tout ça. Il va avoir quand même une belle profusion, mais il va avoir aussi des nouveautés en économie, etc. etc. Notamment par exemple le test de la monnaie en papier, ce genre de choses, qui n'était pas quelque chose de courant. Voilà, et des petits tests qui sont faits au niveau de l'économie. Voilà, au niveau de l'architecture, il y a des choses qui bougent, au niveau des arts décoratifs, c'est une grosse période. Enfin voilà, c'était vraiment super intéressant d'apprendre tout ça. Les expos carnavalais, c'est vraiment des pépites pour les historiens de l'art et les historiens. C'est vraiment des expos histoire et avec plein de contenu, et c'est super intéressant. On a quand même une belle sélection d'objets. Et en plus de ça, l'espace d'exposition du musée carnavalais est quand même petit, ce qui s'y prête bien du coup pour une période courte, puisque ça permet d'aborder quand même facilement tous les aspects qu'il y a à aborder, sans avoir un bazar d'informations et d'œuvres parce que l'espace est trop petit. Par exemple, on pourrait jamais faire une expo Louis XIV à Carnavalet, tellement son règne il est long et que l'espace d'expo de Carnavalet est petit. Donc vraiment c'était une période qui était aussi proportionnelle au lieu, d'un point de vue plus pratique. Et vraiment c'était une super belle expo, donc si vous pouvez jeter un coup d'œil au catalogue d'exposition, voilà, je vous conseille. Et du coup, quand vous ratez des expositions, n'hésitez pas dans vos bibliothèques à aller voir les catalogues d'exposition pour rattraper un petit peu les expositions que vous avez pu louper. Voilà. Je voulais vous parler jeux vidéo, mais j'avoue que là je fatigue et que j'ai archi mal à la gorge à force de parler. Donc ma foi, je vous conseille, si vous êtes vraiment intéressé par les jeux vidéo, j'avais fait une petite recommandation de point and click sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir, parce que là je pense que c'est déjà archi long. Et pour ce qui est des lectures, la semaine prochaine je vais vous sortir une vidéo sur les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque plus récemment, des livres que je n'ai toujours pas lus et des livres que j'ai lus, voilà, tout simplement. Donc comme ça vous aurez les recommandations lecture dans la vidéo de la semaine prochaine. Et c'est déjà bien, parce que comme ça on garde un peu un rythme sur cette chaîne en attendant que mes recherches aboutissent. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous avez des recommandations, bien évidemment, n'hésitez pas à me les donner. Je suis toujours preneuse, et nous on se retrouve normalement la semaine prochaine. Salut!